Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver encore une fois. Merci de votre constante fidélité pour ce plateau Réflexion politique. Réflexion politique, le plateau sur lequel, vous le savez très bien, on pose une thématique avec les invités, on la développe et la particularité, c'est de pouvoir apporter des recommandations, des pistes de solutions. Le plateau de réflexion qui aborde tous les sujets qui concernent la nation essentiellement. Pour en débattre, vous le savez, j'ai toujours des invités sur ce plateau, des spécialistes de la question qui m'aident à réfléchir et on essaye d'apporter des éclaircissements, éclairer la lanterne des citoyens tout simplement. La diplomatie en général est un instrument de la politique étrangère pour l'établissement et le développement des relations pacifiques entre gouvernements d'États différents, un instrument faisant appel à des intermédiaires et un instrument mutuellement reconnu par les parties en question sur la base des droits de l'homme et de bonne gouvernance. Téléspectateurs de Mandé TV, vous aurez compris, c'est de la diplomatie dont il s'agit. Quelle politique de déploiement et d'impact de la diplomatie malienne dans le monde sont des questions qu'on pourrait se poser, comme quelles sont les stratégies de développement pour tirer le maximum d'intérêt pour le Mali. Nous allons en débattre, d'où le thème de notre réflexion du jour, diplomatie, politique et stratégie de développement. Téléspectateurs de Mandé TV, j'ai sur ce plateau deux invités. Il s'agit de ambassadeur Birama Soumaré. Il est directeur du Centre d'analyse diplomatique et stratégie de Bamako et ancien ambassadeur du Mali en Turquie. Je ne m'arrête que là, sinon il a un bagage intellectuel très fourni. Monsieur Soumaré, vous rigolez déjà. Bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être sur ce plateau et de le partager avec un jeune diplomate par rapport à moi. Et j'espère répondre à l'attente de vos téléspectateurs et téléspectatrices qui, semble-t-il, sont très intéressés à connaître les choses, mais de façon approfondie, très professionnelle. Merci beaucoup de vous rendre disponible. Vous aurez compris, c'est un autre diplomate encore qu'on a sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Ali Garba Kounta. Il est expert sincère à NER et il est conseiller à la mission permanente de l'UNESCO à Paris. Monsieur Kounta, rebonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue madame. Merci. sur ce plateau. Merci. Merci de vous rendre vraiment disponible. Vous l'aurez compris, téléspectateurs, on parle de diplomatie. Mais avant cela, on aimerait bien savoir c'est quoi la diplomatie. Alors, je vais m'y mettre. La diplomatie, pourtant vous l'avez dit à l'introduction, la diplomatie comprend trois aspects qu'il faut véritablement maîtriser. Ça, je m'adresse surtout aux nouveaux diplomates, aux jeunes qui sont dans les écoles de formation. La première des choses, c'est que la diplomatie, c'est l'art de pouvoir représenter son pays en fonction des idéaux stratégiques définis et en ayant les moyens matériels et psychologiques de mettre en œuvre les directives du département qui est le ministère des Affaires étrangères. Alors, je disais tantôt qu'il y a trois choses qu'il faut retenir pour la diplomatie, pour un diplomate. Alors, la première des choses, je l'ai dit, il s'agit de représenter son État. Donc, le diplomate, c'est l'ambassadeur, c'est le premier conseiller, le ministre conseiller, les consuls généraux adjoints, etc., qui représentent leur État. Mais on ne représente pas seulement notre État, on protège aussi les citoyens de notre pays qui résident dans notre juridiction. Autrement dit, je suis ambassadeur du Mali en Turquie, je représente l'État malien, surtout le chef de l'État parce que je suis son représentant personnel, mais je me soucie des Maliens qui résident également en Turquie, à Istanbul, à Ankara, car j'ai une fonction de protection. Alors, protection, ça signifie les papiers, lorsqu'il faut faire des cartes d'identité, etc., ou lorsqu'il y a une catastrophe qui se présente, il faut être là. Première chose.
Deuxième chose, lorsqu'on est ambassadeur, on est un peu espion. Hein? On cherche l'information, c'est très important d'avoir l'information, savoir dans le pays où on a comme fonction d'ambassadeur, c'est comment les rapports politiques, c'est quoi la culture, quel intérêt on peut avoir telle ou telle relation. Hein, on ne passe pas notre temps à prendre des dîners, à faire des dîners et faire des jambes croisées. Non. Mais on va vers les autres et on essaye de s'informer sur les autres, sur les réalités du pays de notre juridiction. Alors, et ça nous permet, après avoir fait ce genre d'informations, de faire de la prévention pour notre pays. Par exemple, il y a un événement, moi j'ai connu le coup d'État en 2016 en Turquie. Bon, j'ai prévenu un peu notre État sur la présence, par exemple, de certains citoyens turcs qui résidaient à Bamako et qui peu ou prou avaient des antécédents assez négatifs avec le pouvoir en place. D'accord. Donc, voyez-vous, donc on informe et on prévient pour prévenir. Et également, ça ne finit pas là parce qu'il y a d'autres aspects qui sont également importants. On fait tout pour décrocher des contrats. C'est la diplomatie économique. Je vois qu'il y a eu un séminaire aux affaires étrangères, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on doit d'abord, il faut former les gens à la négociation. Actuellement, je suis en train de négocier avec vous parce que je suis en train de parler, de vous dire comment je vois les choses. C'est une technique de négociation. Je vous donne ce que je pense, vous me dites également ce que vous voulez. Et après, on essaye maintenant de s'ajuster. Donc, il y a la technique de négociation que, malheureusement, je me demande si on le maîtrise beaucoup. Alors, ensuite, maintenant, lorsque les choses sont bien négociées, on peut trouver des solutions. La résolution, on peut résoudre des problèmes. Alors, la négociation, c'est pas seulement économique, ça peut être aussi pour des histoires d'alliances stratégiques, ça peut être aussi pour des histoires d'implication de tel ou tel pays dans des sujets assez sensibles de notre pays, comme ça peut être également des techniques d'approche pour promouvoir un cadre de notre département dans les organisations internationales. Rien n'est irréversible en diplomatie. Donc, le diplomate doit être toujours à l'alerte, ouvert, et il doit surtout avoir à l'esprit que ce qui est vrai aujourd'hui on va en venir, parce qu'on va essayer de dégager pour savoir qui est diplomate. Voilà. Mais pour l'instant, on reste sur la diplomatie. La diplomatie culturelle, économique et entre autres. Économique, on a un petit peu compris, mais j'aimerais qu'on mette avant tout la diplomatie culturelle. Parce qu'au Mali, on sait que c'est un pays de culture, un pays qui a beaucoup à revendre de cette culture-là. On a compris c'est quoi la diplomatie, mais aujourd'hui, quelle est la diplomatie culturelle du Mali? Ali, s'il vous plaît. Okay. Quelques lignes. Je sais bien que c'est assez profond, mais quelques lignes si possible. Ok, d'accord. Merci. Je réitère mes remerciements pour l'invitation et c'est un honneur et un privilège pour moi de l'animer avec un aîné expert de sur quoi. Donc, je suis à l'école, ça me facilite beaucoup de choses. Alors, je voulais d'abord pour la définition, c'est quoi la diplomatie? Je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'il a dit tout de suite, mais seulement il faut comment stratifier ça. Comme on l'a dit, la diplomatie n'est que l'outil technique de la mise en œuvre de quelque chose de base qu'on appelle la politique extérieure du Mali. Bon, de façon générale, d'un pays. Donc, il faut avoir une politique, un document. D'ailleurs, au Mali, on n'a pas encore élaboré dans un document bien ficelé la politique extérieure. On a les arcanes qui sont dispersés depuis la Constitution, dans certains décrets, tout ça. Donc, il y a une doctrine et une pratique de la politique extérieure. Mais tant que telle, comme la politique extérieure de l'éducation, de l'élevage, de l'eau, assainissement, parce que c'est stratifié dans les autres départements.
Mais chez nous, on est en train de le faire. Alors, donc, dans d'autres départements, comment? C'est quoi que non, vous je appelez vais dire, d'autres par départements? exemple, Oui. si vous prenez l'hydraulique, il y a une politique nationale de l'hydraulique. Il y a D'accord. une politique nationale du commerce, une politique nationale de l'environnement. Ok. Mais la politique extérieure du Mali en tant que tel document physique n'existe pas. Élaboré. et tout, Exactement. C'est dispersé, on a des doctrines, on sait, par exemple, la Constitution dit ce que le Mali pense des traités, de la diplomatie, des relations internationales. Donc, c'est, je vais dire, la source, la mère des choses. Mais ça peut encore être mieux stratifié et comment dirais-je, collecté toutes les sources. C'est ça. Alors, après ça, donc si ça existe, ça va faciliter, par exemple, on n'a pas, il faut se le dire, hein, on n'a pas une politique nationale bien stratifiée de la diplomatie culturelle. Ah, ok, oui. d'accord. Donc, mais n'importe, n'empêche que le Mali est un pays de culture reconnu. Le ministère de la Culture et nous, par exemple, on sait les grands enjeux de la diplomatie culturelle. Donc, je veux dire que quand il serait intéressant de penser à stratifier les grands enjeux de la diplomatie dans un document bien ficelé, cela nous permettra d'avoir des grands concepts comme la diplomatie culturelle, la diplomatie hydrique. Par exemple, les deux fleuves Sénégal-Niger qui nous traversent, c'est une diplomatie. La diplomatie hydrique, on appelle la diplomatie économique, la diplomatie climatique. Donc, actuellement, la diplomatie des droits de l'homme, la diplomatie de la sécurité et de défense. Voyez-vous, donc, actuellement, on est en train de penser aux nouveaux enjeux de la diplomatie. Parce qu'à l'époque, au début de la diplomatie, ce n'était que la culture entre les grands pays. Quand on prend avant les États westphaliens, à l'époque des monarchies, donc tu vois, c'est un prince qui va dans un autre pays, il va montrer le vin de la France, le fromage de la France, comment la reine s'habille. Donc c'était des enjeux comme ça. Alors, ça s'est modernisé, ça participe maintenant au développement, à la protection des droits de l'homme, à la politique économique, n'est-ce pas, jusqu'au niveau municipal, où on parle de la coopération décentralisée, les jumelages. Donc tout ça, ça rentre maintenant dans les nouveaux enjeux de la diplomatie. Oui, d'accord, donc ça veut dire que jusque-là, c'est un gros handicap, hein? Ouais. Est-ce qu'on arrive à saisir tous ces enjeux de la diplomatie? Est-ce que le Mali, c'est ça ma question, est-ce que le Mali arrive à saisir tous les enjeux de la diplomatie? Voilà. Alors, notre ami Kounta fait bien d'indiquer effectivement qu'il y a pour l'heure pas ce genre de doctrine. Mais il faut quand même faire un peu de l'histoire. Hein? Vous savez que nous, le Mali, nous avons été fondateurs de l'OUA. Et la veille, 2 jours avant la conférence de l'OUA, le président Modibo Keïta a convoqué la plupart le ministre des Affaires étrangères, ministre délégué, parce que c'est Modibo qui était le ministre des Affaires étrangères, il y avait un ministre délégué, hein, il faut toujours le savoir, et certains diplomates pour leur expliquer la doctrine que nous avions des affaires étrangères, qui se fondait bien sûr sur le non-alignement, mais pas que, sur également la libération de l'Afrique, de la lutte contre le colonialisme, mais pas que. Il y avait également cette volonté, puisqu'on a connu la Fédération du Mali, l'éclatement, il y avait aussi cette volonté de réunir les populations qui sont un peu à cause de la balkanisation, puisque même si en 1964 nous reconnaissions l'intangibilité des frontières, il reste quand même que dans le souvenir du Malien, et surtout des premiers dirigeants de notre pays, et il y avait cette pensée que ceux qui sont peut-être au sud du Mali, ou à l'ouest du Mali, ou au nord, ou à l'est, ont quelque peu des affinités avec notre pays.
Alors, la politique culturelle ne se traduisait pas, comme il le dit, de façon formelle, parce qu'il n'y avait pas, mais à chaque fois qu'il y avait un sommet, à chaque fois qu'il y avait une réunion internationale, l'ensemble instrumental du Mali prenait part à ça. Mohamed Tafé n'est pas connu seulement à Bamako, il connaît à Alger. Nous et la Guinée, nous avions été les deux, la Guinée de Sékou Touré, hein, nous avons été le Mali de Modibo, mais pas que, hein, mais disons, je parle ici du Mali de Modibo que je connais un peu. Alors, il y avait ça. Il y avait, alors, mais comme dit monsieur, le problème qu'il y a eu après, c'est qu'avec les politiques d'ajustement structurel et tout ça, beaucoup d'ambassades d'abord qu'on aurait pu ouvrir parce qu'à cause des affinités culturelles ou historiques avec tel ou tel pays, on n'a pas pu. Et l'ajustement structurel, je ne mets pas tout sur la faute de l'ajustement structurel, mais ça a un peu diminué, un peu, ça comme du point de vue des finances et tout ça, cette aspiration que même Moussa Traoré a voulu continuer, hein, surtout lorsqu'il était président de l'OUA en 1988, mais ça a été un peu freiné, parce qu'on n'avait plus, les moyens étaient difficiles, et il fallait rationaliser un peu, et c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est que la plupart les affaires étrangères ont quand même sont passées sur la coupe CODI du Fonds monétaire, la Banque mondiale. Alors que pour faire rayonner un pays, il faut des moyens. Mais sauf que ces moyens-là, ça peut rapporter beaucoup. Et moi, pour vous donner ma toute petite expérience, lorsque j'ai eu à être en Turquie, le soft power, je l'ai tout de suite compris là. Et je crois qu'on en a toujours des éléments ici. C'est-à-dire que cette volonté, et même les Chinois le font, les Russes le font, cette volonté de pouvoir exporter sa culture, sa façon de voir le monde, sa façon de penser dans le pays où on a une ambassade. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et je suis très content qu'on commence effectivement à formaliser tout ça. Si c'est ça qui est fait, on peut aider à ça. C'est très important de le faire parce que ça donne une direction stratégique. Parce que la diplomatie, c'est aussi un instrument, c'est l'ambassade qui est l'instrument, qui sert à mettre en œuvre la réflexion stratégique que le président de la République, qui est le commandant en chef des relations internationales, a décidé. Et que le ministre des Affaires étrangères nous invite, nous, ambassadeurs, diplomates et autres, à mettre en œuvre. Donc, voilà. Alors, je crois que, Inch'Allah, si jamais c'est possible, de, comme a dit notre monsieur Kunta, de mettre tout ça normaliser tout ça, je crois que ce serait une très bonne chose pour le Mali. Alors, qu'est-ce qui pose problème? C'est pas la réflexion, Ali. Non, en fait, c'est pas la réflexion. Non, du tout. Hein, alors, qu'est-ce qui a ralenti tous ces travaux? Parce que je reste quand même un petit peu, c'est rare sur mon plateau que j'arrive pas à saisir tous les éléments, de savoir qu'on n'a pas un document bien établi qui définit vraiment une manière, la politique extérieure du Mali. Si j'ai bien compris. Oui, en fait, vous savez, hein, il faut se le dire. Tu sais, souvent, j'ai l'habitude de dire à mes collègues en métaphore que notre diplomatie, c'est comme le médecin généraliste, alors qu'il y a des médecins spécialistes. Exactement. C'est le cardiologue, les dermatologues. Mais il y a un médecin généraliste qui peut faire tout dans un village où il n'y a pas de ceci. Donc c'est ça. Nous avons une diplomatie qui est là, mais une vision générale. On n'a pas de spécialiste de la diplomatie. Il faut se le dire. Hein. Et il y a 2 semaines, au département, je vis un premier draft de note conceptuelle pour la conférence des ambassadeurs. Enfin. Si, c'est sorti. Oh. Donc, on nous demande de faire des inputs. Bientôt, on va tenir ça. Et dans ça, il y a des panels et des axes sur tous les nouveaux enjeux de la diplomatie. Donc, c'est ça qui permet de réunir la conférence des ambassadeurs. Ça permet à ce que tous les ambassadeurs se retrouvent une semaine durant à Bamako
pour diagnostiquer, donner des recommandations, donner un nouveau souffle, la géostratégie, la géopolitique, les grands enjeux. Donc, il dépoussière les grands dossiers et même la cartographie de la diplomatie. Ouais, est-ce qu'on gagne en étant dans un pays que de nous déplacer dans un autre pays où maintenant, où actuellement la diaspora, il y a plus de Maliens, où il faut ouvrir un consulat ou bien une ambassade. Donc, c'est quand il y a les grands experts de la diplomatie, qui sont les diplomates, les conseillers des affaires étrangères, s'ils se retrouvent dans ce qu'on appelle la conférence des ambassadeurs, ils peuvent faire sortir de très bonnes recommandations qui soumettent à travers le département au président de la transition, qui va vraiment donner un nouveau souffle, parce que c'est une recommandation dans le ANR où on demande de moderniser la diplomatie du Mali. Oui. Alors, juste une question pour savoir, avant de vous laisser la parole. Est-ce que le Mali a déjà organisé une conférence à des ambassadeurs? Si. On est au 11e. Au 11e. Mais attention, le 11e a plus de 15 ans. Exact. Est-ce que vous comprenez? D'accord. C'est-à-dire, on a fait 11 éditions, mais 11e édition qui doit continuer. Depuis 15 ans, on n'a pas fait. C'est des choses qui se font annuellement. Chaque année, exactement. Et depuis 15 ans, on est en retard. Oui, voilà. Oui, depuis que le président Diankounda était ministre des Affaires étrangères. Voilà, c'est ce que j'allais préciser. C'est le dernier président qui a pu vraiment... ministre, disons. Alors, puisque vous êtes en train de réfléchir là-dessus, surtout prenez attache avec Samuel Saï. La recommandation, Samuel Saï, le premier. Oui, Samuel, c'est nos chargés de l'ambassadeur en la Turquie, moi, avec mon premier conseiller, on a fait un projet pour une conférence des ambassadeurs. Et là, je vous parle de 2016. Déjà. 2016. Je crois que celle qui était ministre, c'était la dame là. Bon. Donc, vous avez un conseiller. Je crois que vous dites qu'il est chargé de la communication. Oui, ça c'est... Il faut absolument l'impliquer. Hein. Non, il est dedans, il est au cœur de la chose. Voilà, parce que... on a réfléchi, tout, relations, tout ça. Mais alors, c'est pour vous dire que souvent peut-être ce qui a freiné en ce moment-là, soit c'est l'opportunité, parce qu'on avait les accords, tout ça, d'Alger, je ne sais pas, bon, peut-être qui commençait, parce que c'est avec Ablaye Diop que ça a continué surtout, mais soit les finances, parce que là, il faut voir avec le ministre des Finances, réunir tous les ambassadeurs, et ça, c'est une recommandation. La première réunion de ce genre s'est faite ici au Mali, le 23 mai 1963, avec Modibo Keïta, qui considérait, qui était ministre des Affaires étrangères, je le répète, pour qu'on le sache bien. Il y avait un ministre délégué, mais c'était lui le ministre des Affaires étrangères, lui le ministre de la Défense. Donc, alors, il y avait cette conception, cette croyance qu'effectivement, il était important pour nous d'avoir ce que vous venez de dire avec brio, une doctrine des relations internationales. Comme on a eu après une doctrine de l'armée. De l'armée. Parce qu'il y a eu le séminaire des forces armées, le 5 octobre 1963, ici à Bamako. Donc la doctrine militaire, la doctrine des affaires étrangères, mais ce n'est pas possible. On est obligé, dans la situation où nous nous trouvons, d'en avoir une. Alors si ça se fait, c'est bien. En tout cas, le président de la transition va saisir l'occasion. Exactement. Je pense qu'on est sur la bonne voie pour pouvoir s'en sortir. On a compris qu'est-ce que c'est que la diplomatie. Une question, est-ce que tout le monde est diplomate? D'abord, est-ce que tout le monde est diplomate? Est-ce que tout le monde peut être diplomate? Passez-moi le relais, je vous laisse. Alors, il est Kunta. Donc, les Kunta sont de bons marabouts. Il est de Tombouctou ou quelque chose comme ça. Je suis de Tombouctou. Ah, vous êtes de Tombouctou, voilà. Donc, bon, alors, la diplomatie, effectivement, est-ce qu'il y a des aptitudes? Est-ce qu'on est diplomate? Non, je crois qu'on peut devenir... On peut devenir tout, hein. On peut devenir diplomate, devenir médecin, etc. Mais c'est vrai qu'il y a certaines qualités qu'on doit avoir quand même. C'est quelqu'un... Non, ma question... Monsieur Soumaré, j'aimerais bien une réponse par oui ou par non. Est-ce que tout le monde peut être diplomate? Bon, je ne peux pas... Un diplomate ne dit jamais oui
Et ne dis jamais non. Ne dis jamais. En fait, moi, j'ose, Oui. parce que la question, souvent, je suis un peu sévère avec mes amis, collègues, quoi. Alors, vous savez, est-ce que tout le monde peut devenir diplomate? Oui, mais il y a quelque chose, les saveurs de ce métier, tout ambassadeur ou tout ministre des Affaires étrangères ne le connaîtront pas. Oui, tu peux être un fonctionnaire avec tous les privilèges d'être un diplomate, mais il y a certaines valeurs de la diplomatie que peut-être que les honneurs de la diplomatie, certaines satisfactions, réconforts que ce métier demande, qui peut-être nous amènent à l'éthique et la déontologie de ce métier. Donc, et rentrer dans l'histoire, ça vient d'où? Donc, je vous demande qui est diplomate dans ce cas-là? Oui, qui est moi, ce que je veux dire, je fais un article où je m'amuse à dire le prince de la démocratie. Parce que il faut que... Vous savez, dans l'histoire de la diplomatie, le premier diplomate par concours d'entrée à l'ENA en France, par exemple, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a beaucoup des anciens diplomates qui ont démissionné. Ils pensent que le métier est en train de se vulgariser, pour ne pas dire d'être un métier vulgaire. Parce que c'était des ducs, des princes, certaines personnes, des grandes familles qui ont la dignité de la patrie, qu'on envoie pour représenter les valeurs de ce pays. Voyez-vous que c'était une affaire de sang au début. Mais maintenant, on a dit, bon, on n'est plus à la monarchie, il y a des gens compétents, on a ouvert la filière à l'ENA de Paris. Il faut dire que Paris était quand même la capitale de la diplomatie. C'est le français qui était la langue de la diplomatie jusqu'au 19e, 20e siècle. Donc on ne peut pas gommer ça au profit de l'anglais ou bien parce que les États-Unis sont la superpuissance. Donc la langue de la diplomatie des États westphaliens, des États modernes, c'est le français. Et cela veut dire que l'épistémologie de la diplomatie française en est vraiment un grand pionnier, quoi, il faut se le dire. Alors, est-ce que tout le monde est diplomate? Il faut dire peut-être qu'il y a un portrait robot du diplomate, que qui veut être diplomate, bon diplomate, doit s'y conformer. Sinon, excusez-moi l'expression, vous serez un piètre ambassadeur, un piètre, comment on appelle, ministre des Affaires étrangères. D'habitude, le diplomate ne parle pas comme ça. On contourne toujours, oui, il peut, mais il faut se le dire. Parce que je suis aussi dans la conception de l'éthique et de la déontologie du diplomate malien. J'ai donné en lecture critique. Et l'article sur le prince de la diplomatie, je fais beaucoup de recherches, de lectures sur ça. Il y a Hubert Védrine qui vient d'écrire qui vient d'écrire les 100 meilleurs diplomates du monde. Il oublie de mettre l'Afrique. Il n'y a pas d'Africain dans si, il y a Kofi Annan dedans. Kofi est dedans. Comme ministre des Affaires étrangères, on a quand même de grands diplomates ici en Afrique. Bon, comme il a pris 100 personnes seulement, il a dit ça, que ça a été très difficile pour lui, mais il voulait faire un travail de 100 personnes. Quelqu'un d'autre peut continuer à 1000 personnes, quelqu'un d'autre peut penser à l'encyclopédie universelle. Mais c'est un début de travail. Et il le dit dans l'introduction, c'est un travail difficile pour moi de me limiter à 100 personnes. Exact. Mais on a un ambassadeur sud-africain, sud-sahérien, Kofi est dedans. Donc ça me réconforte beaucoup. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Ali. Je me retourne vers ambassadeur Soumaré, qui est diplomate. Alors, je crois que ce que Kouta vient de dire, bon, j'apprécie, c'est tout à fait... Vous n'allez pas me faire un peu de diplomatie sur ce plateau quand même. Non. Je crois que ce qu'il dit, c'est important. Mais il y a une chose aussi qu'il faudrait maintenant de plus en plus qu'on y pense. C'est-à-dire que, vous savez, les diplomates, il a dit, dans les pays comme en France et tout ça, le congrès de Vienne, c'est un congrès de ducs, et de duchesses
et le roi. Bon, ça c'est le congrès de Vienne de 1815. Ensuite, ça continue, après, bon. Mais ça, c'est au niveau européen. C'est-à-dire qu'il y a une conception européaniste de la diplomatie que nous avons hérité parce que nous sommes des colonies. On a été colonisés. Et en réalité, notre schème de pensée stratégique et diplomatique, on l'a pris de l'Occident, de la France particulièrement. Alors ça, c'est tout à fait normal. Les références, c'est ça. Hein. Moi, dans les lectures diplomatiques, dans la formation diplomatique qu'on reçoit, c'est surtout ce schéma-là. Hein. Autrement dit, il nous faut, en plus de ce qui vient d'être dit, de rédiger une diplomatie hydraulique, etc., pour les affaires, tout ça, le plus important, c'est de savoir comment nous, culturellement, nous percevons la diplomatie. Parce que la diplomatie, c'est un être de vie. Ce n'est pas une technique, c'est un être de vie. Notre être de vie, est-il occidental? Est-il oriental? Est-il asiatique? Notre ère de vie, c'est quoi? C'est peut-être comment on conçoit et comment on règle les conflits de façon interne ici dans nos pays. Notre règle de vie, peut-être nos diplomates, ça peut être les griots, ça peut être ceux qui ont l'art de parler au roi. Regardez par exemple, de 1883 à 1888, nous avons eu une diplomatie. Nos rois, là, Samori Touré par exemple, il envoie qui? Fakoly, oui, pour régler des conflits avec la France. Mais il envoie en tant que Touré, en tant que avec les intérêts qu'il représente, les intérêts qu'il va défendre, jusqu'à créer avec le fleuve Niger la frontière entre l'Empire du Boissou et puis les possessions françaises. Après, bon, les Français ne vont pas respecter la parole, mais disons que nous avons, nous aussi, notre manière d'approcher l'autre. Et les Chinois, on parle maintenant des loups, de la diplomatie chinoise. Les diplomates chinois, on les appelle des loups. Pourquoi? Ils se souviennent des traités inégaux. Ils se souviennent qu'ils avaient des grands mandarins. Ils se souviennent surtout qu'ils avaient Confucius, qu'ils avaient Bouddha, surtout Confucius. Et toute leur psyché diplomatique, oui, ils le fondent sur ça. Oui, s'inspirent. Et ça, c'est très, très, très important. Ils le font tellement que moi, je ne crois pas qu'entre la Russie et la Chine, ça va rester longtemps. Hein. Je peux vous donner des éléments. Alors, donc ça, c'est important pour nous. Moi, je suis Soninké, Salar Pelé, Kunta, j'ai tout de suite compris d'où il est. Maïga, je sais d'où vous venez. C'est des aires culturelles, des aires psychologiques extrêmement importants où les valeurs sont presque partagées. Lorsque moi j'ai envie d'approcher un Kunta, je peux ne pas l'approcher directement de façon sociale, je peux l'approcher autrement. Je peux avoir une invite avec Kunta ou avec Maïga autrement. C'est ma culture, c'est ma façon de percevoir le monde. Alors, c'est très bien. Moi, par exemple, j'ai fait des trucs diplomatie en France et tout ça, et c'est bien. Mais comme il est temps maintenant, comme on parle de refondation, il ne faut pas que ce soit vague, que ce soit un mot creux, il est temps, et je crois que les jeunes là commencent à s'y mettre, de réfléchir à ça. En tous les cas, moi j'écris, en faisant mes recherches, j'ai bien compris que peut-être que ça peut être intéressant, même si je ne connais pas trop. Mais on a des doyens qui peuvent, culturels. Il faut se rapprocher des gens qui connaissent les traditions ici au Mali, qui connaissent nos valeurs. C'est très, très, très important. Il faut parler avec eux. Parce que je crois qu'ils nous donneront à revoir ce qu'on a l'habitude de voir, peut-être avec des yeux étrangers. Voilà, donc c'est comme ça que je le perçois.
D'accord, Ali, par rapport à ça, c'est bon? Oui, c'est bon. En gros, vous voulez dire que tout le monde peut être diplomate? Oui, Oui, Il y a quand même d'éthique, de déontologie. C'est ça, il y a une compétence technique et un faut comportement d'éthique qu'il faut remplir. Ouais. Et il s'agit de quoi, attention, l'éthique et la déontologie du diplomate? Mais peut-être qu'il faut dire quelque chose aussi dans la diplomatie. Oui. Le charme, la beauté de quelqu'un peut être un atout. C'est pour ça que j'ai posé la question, oui, qui bon, peut être alors là, diplomate? on ne le gère pas. Okay. Quelqu'un qui est laid, chacun a sa chance d'être beau ou vilain. Mais franchement, il faut se le dire, un vilain diplomate, peut-être... parce que ça va pas long feu, c'est ça? Non. Il n'ira pas loin. Regarde, quoi qu'on dise, il y a un peu de mondanité dans le cercle de la diplomatie. Ah oui, il y a un savoir-vivre, il y a un comportement, le charme, des choses comme ça, savoir s'habiller. C'est comme en Bambara, on dit, la manière de s'habiller vous facilite la traversée au fleuve. Tout à fait. C'est ça. En fait, l'habit fait le moine, quoi. Bon, en diplomatie, peut-être. En diplomatie. Mais pas, peut-être c'est une flamme de paille. Hein. Ça peut, mais au fond, quand on voit que celui-là, il n'est pas ce que je crois, ça ne fait pas long feu. Est-ce que le diplomate est celui qui, excusez-moi du terme, ça peut être un peu assez fort, est celui qui charme et qui bluffe tout le temps? Bon. Non, mais je suis obligée de poser ces questions. Oui, en tous les cas, il y a une chose, c'est que le bon diplomate, maintenant, il doit beaucoup... Il dit la vérité quand même, quoi qu'il en soit. Voilà, il doit beaucoup écouter, bien comprendre son interlocuteur et ensuite s'adapter à son interlocuteur. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'il ait un petit geste de charme, de convenance. Oui, c'est ça. C'est très important. Savoir, par exemple, si la fourchette se tient à gauche, à droite, se met à gauche ou à droite, savoir tout. Bon, c'est des convenances. Hein, c'est très, très, très important. Et je crois que ça aussi, c'est des choses non dites. Mais un bon diplomate, maintenant, dans le monde où nous sommes, c'est sa capacité d'écoute, sa capacité de s'adapter à celui avec qui il est pour pouvoir tirer le meilleur profit. Et également être en mesure d'être toujours ouvert à l'autre. Moi, je crois que si quelqu'un a le sens des relations humaines et très agréable et qui respecte la déontologie, qui respecte ce que les accords de Vienne. Alors, si la personne respecte ça, hein, tous nos diplomates sont d'excellents professionnels. Hein. Moi, je n'ai jamais rencontré un diplomate malien qui a eu un comportement qui a nécessité que le pays d'accueil demande aux affaires étrangères de lever son immunité diplomatique. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ce n'est pas le pays qui enlève l'immunité. On demande, c'est le pays qui le fait. Alors, la seule chose qui me désole, c'est ce qu'on a fait le 26 février 2000 à l'ambassadeur Toumani du Diallo. Ça, par exemple, c'est quelque chose. Il faut toujours protéger son représentant. Jamais humilier son représentant dans son pays d'accueil. Ça, c'est l'ambassadeur qui parle. Hein? Quel que soit surtout lorsque cet ambassadeur est invité dans un parlement pour dire ce qu'il pense de la présence d'une armée étrangère, c'est très important même d'avoir un certain comportement. Parce que je ne crois pas que d'autres pays auraient agi comme nous avons agi avec notre ambassadeur. Donc c'est très important que le département, il faut respecter la déontologie, respecter les règles, tout ça est très professionnel. Mais il faut aussi la dignité que représente le diplomate, il faut la préserver. Parce que même si le diplomate dans le pays ne fait pas les choses correctement, parce qu'on a pu voir des décisions de persona non grata, le Mali a connu ça il n'y a pas très longtemps, hein, avec l'ambassadeur de France qui a été demandé à partir, le représentant de la CEDEAO qui a été emmené à partir. Là, c'est quoi? C'est quoi comme cas de figure? Non, là, il n'y a aucun problème. Un État, vous êtes ambassadeur, vous êtes là en mission,
vous devrez respecter certaines règles. Hein. Mais maintenant, en fonction, par exemple là je parle un peu de Touré, de la CEDEAO, en fonction peut-être, je crois, est-ce que c'était Touré même? Boli, Bon. Boli, Hein? Boli, Boli, Oui, voilà. après Touré, Ah, voilà, c'est Boli, c'est Touré que je connais. Alors, c'est certain que dans une certaine mesure, en tous les cas, l'État a le droit de dire à un ambassadeur que tu es personne non grata. On le signifie tout de suite à ses autorités et on demande au monsieur là de quitter le territoire. Ça, c'est un droit, ça. C'est même reconnu dans toutes les conventions diplomatiques. Hein. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est que en dehors de ce cas-là que je comprends, il y a d'autres cas qu'il faudrait, et ça c'est nous-mêmes, hein, le respect de notre outil diplomatique dépendra toujours de la manière dont nous traitons cet outil vis-à-vis de l'étranger. Mais pour peu que l'ambassadeur respecte les règles. Hein. Mais en dehors de ça, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on a donné une opinion sur un sujet précis, on peut faire rappeler cet ambassadeur, mais il y a des formes, parce qu'un ambassadeur ne se rappelle pas d'une certaine façon. Mais ça, c'est un exemple que je donne, qui me tenait à cœur, parce que je crois beaucoup à la dignité de la fonction et au respect, comme il l'a dit, de la déontologie. Oui. Oui. En fait, je vais dire aussi que la pratique de la diplomatie, on peut parler maintenant du droit de la diplomatie. C'est-à-dire, c'est pas une coutume, il y a un droit dont, comme il venait de le dire, les conventions de Vienne. Il y a deux grandes conventions internationales, les conventions de Vienne, la convention pour les relations diplomatiques et la convention sur les relations consulaires. Donc ça, c'est les deux outils, n'est-ce pas, fondamentaux où on peut parler du droit de la diplomatie. Maintenant, le reste, c'est le protocole aussi, dont chaque pays, on s'inspire, hein, c'est pratiquement quelque chose, c'est une doctrine, mais qui est commune dans la pratique de la diplomatie. Alors, ce qui nous amène à dire toujours, est-ce que tout le monde peut être diplomate? Oui, on peut, mais je vais parler par exemple de la Première République. Combien de fois nos diplomates, qui et pourtant n'étaient pas des diplomates de formation, c'est-à-dire ils n'ont pas fait droit ou bien la filière conseiller des affaires étrangères, c'est des enseignants, c'est des fonctionnaires de l'administration civile que le président Modibo s'est fait en tournée, qui avaient tellement de l'aura et du respect qu'aux Nations Unies, il arrivait qu'on dise que l'Afrique n'a pas encore parlé parce que le Mali n'a pas parlé. Très bien. C'est vrai, ça se disait. Tant que le Mali n'a pas parlé, on ne décide pas. Et l'expression les non-alignés, ça vient du président Modibo. C'est ça. Il a dit, nous, c'est nos intérêts. Ce que le président Assimi dit actuellement, qui dit les trois principes qui, n'est-ce pas, qui cadrent notre diplomatie, pour ne pas respecter textuellement, ça a commencé d'abord par la diplomatie. Mais finalement, toute la politique intérieure du Mali, la politique nationale, la vision du Mali, c'est approprié. Et c'est même dit dans la Constitution. On dit, le chef de l'État est clarifié par la doctrine tripartite selon laquelle la politique extérieure du Mali se noue dans la vision stratégique selon laquelle le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions envisagées. Donc on peut dire aujourd'hui, ça c'est la mère de la diplomatie du Mali. Bien sûr, on s'inspire de tout le reste. D'ailleurs, c'est même en harmonie quand vous faites une analyse. C'est les conventions de Vienne, tout ça, c'est la constitution du Mali, depuis la première jusqu'à la nouvelle. Il y a ça de façon dit autrement. Alors, donc, maintenant, on a une vision encore plus circonscrite
n'est-ce pas? C'est ce que je voulais ajouter, quoi. D'accord. Par rapport à cette vision circonscrite, on voit bien que le Mali sur la scène internationale, elle est en train de s'imposer. Hein. Maintenant, le citoyen, tout ça c'est la diplomatie hein, qui a joué son rôle, on pourra dire. Et puis le premier diplomate, évidemment, aujourd'hui au Mali, c'est l'ambassadeur Diop, aujourd'hui, qui a pu vendre ce produit. Aujourd'hui, on va à n'importe quel endroit en Afrique, on parle du Mali. Dès que vous dites vous êtes malien, moi, il m'est arrivé où quand je dis je suis malienne, on me dit « Ah oui, mais j'aime bien votre ambassadeur, il parle très bien. » Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Restons dans notre sujet. Le temps pourrait nous faire défaut. C'est juste savoir quels sont les axes vraiment prioritaires et nécessaires d'orientation pour le Mali, pour vraiment dégager une bonne politique et une bonne stratégie nationale ou même internationale de développement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, être un bon diplomate, faire très bien de la diplomatie, mais aujourd'hui, il faut une diplomatie économique et qui fasse rentrer de l'argent. Sur quoi on doit avoir l'œil pour tous ces diplomates? Alors, moi, je peux juste parler de mon expérience hein, en tant qu'ambassadeur en Turquie. Hein. Je sais qu'il y a eu beaucoup de réflexions maintenant qui se font sur la diplomatie économique. Et ça, c'est très, très, très important. Il s'agit, dans une période, dans un cadre de paix et de stabilité, pour l'ambassadeur, de tisser des liens d'affaires avec des pays ou avec des entreprises, avec des ONG, avec même la société civile, parce que la diplomatie, les acteurs de la diplomatie, c'est pas seulement l'État, hein, maintenant c'est avec la mondialisation, il y a tout le monde. Hein. Alors, il s'agit maintenant pour lui de tisser des relations qui lui permettent de travailler dans le sens de renforcer l'économie de son pays. Et pour ça, ça peut être avec le secteur privé, ça peut être avec le secteur public, parapublic, ça peut être aussi avec les collectivités locales. Hein, c'est très, très, très important, ça. Et chaque fois qu'il a cette opportunité, en créant des conférences économiques, par exemple, moi, je présentais mes lettres de créance en juin 2014, mais en mars 2015, j'ai dirigé ici à Bamako une délégation économique et financière de Turcs ici au Mali pour faire un jumelage avec les hommes d'affaires maliens. Donc ça, je l'ai fait en mars 2015, hein, puisque suite à la visite d'État, parce que je présente mes lettres et le 2 février, j'organise la visite d'État du président Ibeka en Turquie. Donc suite à ça, il y a eu beaucoup d'accords, de coopération. Et ça, c'est important pour un ambassadeur. C'est-à-dire que maintenant, il faut connaître les aspects politiques, les aspects diplomatiques, les aspects économiques, les aspects de défense, parce que lorsqu'on va en Turquie, on pense que c'est pour acheter des meubles, alors que c'est un pays qui a une industrie militaire extraordinaire. Je suis très heureux d'ailleurs de voir qu'il y a la coopération militaire, mais nous, en 2016, on a fait venir le ministre de la Défense pour signer. C'était Tchenan Koulibaly, pas Tchema, hein, Tchenan. Alors, donc ça, c'est important. À chaque fois, l'ambassadeur, on peut lui dire, bon, tu vois, il faut savoir ce qu'on demande à l'ambassadeur. Et ça, c'est la conférence des ambassadeurs qui peut nous aider à faire ça. Mais souvent, l'ambassadeur a le devoir de déloger des opportunités, d'en faire part à son département, et dès qu'il a l'accord, de développer des relations pour pouvoir faire profiter à son pays de ces relations-là. Et je me souviens que j'ai un vieux ambassadeur que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui me disait que, vous allez dire que j'ai une fixation sur le président Modibo Keïta, qui disait à ses ambassadeurs, bon, vous savez ce que le Mali a besoin, allez-y et travaillez dans ce sens-là. Donc, il faudrait s'imbiber de la vision stratégique de notre pays, mais cette vision, il faut l'élaborer. Donc voilà à peu près, et je suis content d'entendre qu'il y a eu une réunion économique au département pour que les nouveaux ambassadeurs qui partent. Mais moi, j'aurais été dans une situation actuellement
j'aurais plutôt fait une réunion de haute briefing sur les enjeux géostratégiques et géopolitiques que le Mali connaît actuellement. Exactement. Nous avons actuellement, avec les événements pas de Tenzan-Ouaten, comme on dit, mais c'est surtout Tessalit, c'est le plateau du monde, Tessalit. Donc il faudrait que de plus en plus, nos diplomates, d'ailleurs je ne doute pas, puisqu'il y a un centre d'études stratégiques, que nos diplomates se frottent aux questions géostratégiques et géopolitiques. Et ça va être ce qui va permettre après de faire de l'économie, de faire du financier. Parce que dans une situation actuelle, la priorité, et je crois que c'est ce que les autorités de la transition mettent en œuvre, c'est vraiment les questions de stabilité. Alors, on n'a pas perdu une bataille, comme a dit, parce qu'on n'a jamais été occupé. Le Mali n'a jamais été occupé. Il y a une partie seulement qui... Et là, on est en train de débouter hors du territoire. Donc, on est dans une situation où on n'est pas dans une situation où De Gaulle quitte le Mali pour aller à Londres pour demander... Non, on n'est pas dans cette situation. Donc, on n'a pas perdu de bataille. En réalité, il faut faire... Alors, donc, nos diplomates, on doit avoir ça aussi à l'esprit. Donc voilà, moi je crois à la diplomatie économique, puisque je crois que je l'ai pratiquée lorsque j'étais en exercice, mais à l'heure actuelle, j'aurais été au département, j'aurais révisé cette vision pour la rendre possible après les questions géopolitiques et géostratégiques qui vont accompagner les efforts de notre armée, qui n'est pas montée en puissance, mais qui est montée en capacité en nombre et en capacité en matériel. Montée en puissance, moi, je ne l'utilise pas. Voilà. Ali, je vous pose aussi la même question, mais en plus de cela, si vous pouviez répondre en deuxième partie, de savoir est-ce que les diplomates maliens ou la diplomatie malienne aujourd'hui doit avoir une stratégie de conquête de pouvoir sur la scène internationale? Oui, en fait, franchement, aujourd'hui de plus, quoi. Sinon, c'est la mission de la diplomatie et des diplomates. Mais le contexte que nous vivons doit nous pousser à plus d'efforts. Parce que nous sommes on peut le dire, dans une diplomatie de crise. Parce qu'il y a la crise sécuritaire, de défense. Donc, ça change. Quand tout va bien, il n'y a pas de tempête, le bateau va bien. Mais aujourd'hui, il faut se le dire, il y a des problèmes. Alors, ça fait que la diplomatie prend une autre allure. Et, par exemple, certaines me disent que mais je ne comprends pas, votre ministre, c'est pas comme ça qu'un diplomate parle. Mais vous l'avez connu, ministre, quand tout allait. Aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, c'est selon les cas que la personnalité des diplomates aussi s'exprime. Alors, donc, je veux dire que c'est ça, c'est pas fixe, c'est pas quelque chose de... C'est trop dynamique, la fonction des diplomates. C'est en fonction de besoins qu'on cherche, on fait le diagnostic et les solutions. Donc, c'est un travail... On s'adapte. On s'adapte au contexte. On s'adapte. Sinon, ça va devenir très terne, marbre, quoi. Alors, en ce qui concerne l'économie, il faut aussi le dire, ça aussi, on ne fait pas comme on veut. Aujourd'hui, il faut le dire, le nouveau sujet du droit international, de la diplomatie, ce n'est plus que les États. Tu peux trouver des individus comme des sociétés qui dépassent les États en matière d'influence et de décision. Un Bill Gates est un État à part. Oui, un Oussoubi Sako, président d'une université malien au Japon, peut influencer quelque chose qu'un État même africain ne peut pas auprès de l'État japonais. Donc, les nouveaux acteurs, le nouveau sujet du droit international, il faut les reconnaître et travailler avec ça dans son réseau. Parce que le Mali a une vision. Par exemple, on a pour le développement, on a le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, 2025, ça doit finir l'année prochaine. On a le CRED, le cadre de relance, n'est-ce pas, économique.
et surtout un document sur lequel on travaille, qui est en train d'être finalisé, la vision 2063 du Mali. On est sur ça. Donc, alors, il faut que les diplomates s'approprient ces documents stratégiques qui vont lui servir de kit, n'est-ce pas, pour son travail de la diplomatie. Est-ce que, merci beaucoup, ce sont des explications quand même qui éclaircissent la lanterne de pas mal de personnes. Est-ce qu'il y a une évaluation des diplomates? Parce que il faut le dire, en faisant plus de recherches pour ce plateau et ce thème évidemment, j'ai essayé d'avoir des contacts un peu hors du Mali, voilà, au niveau des ambassades, des consulats et tout, parce qu'un consul, un ambassadeur fait partie de toutes ces personnes qui doivent voilà, mettre en place cette politique de diplomatie malienne. Mais lors des retours, il y a certains citoyens qui disent, oui, mais chez nous, dans notre vie, il y a une ambassade, mais on a l'impression que l'ambassadeur ne fait rien pour nous, n'agit pas, on ne le voit pas. Il vient au boulot à partir de midi, au lieu de venir, et encore, il n'est jamais là. Donc, est-ce que aujourd'hui, il y a une évaluation des ambassadeurs, des diplomates, on va dire, et est-ce qu'il faut faire un nettoyage même aussi de tout ça? Bon, alors, je crois que ça, c'est une question extrêmement importante. Je crois qu'il y a un moment, au niveau de l'inspection des affaires diplomatiques et consulaires, il y avait une réflexion pour effectivement évaluer les ambassadeurs, évaluer un peu sa juridiction. On te donne une feuille de mission. Hein? Lorsque tu es reçu par le président, parce que ici, avant d'aller rejoindre ton poste, le président te reçoit et te donne des directives. Oui, la lettre de mission. Donc, tu as une directive. Tu sais ce à quoi tu dois faire. Alors, maintenant, c'est peut-être le suivi qui pose problème. Il faudrait qu'il y ait effectivement, comme dans tous les pays modernes, un cadre d'évaluation du travail. Pas seulement de façon négative, mais également de façon positive. Quelqu'un, par exemple, qui n'atteint pas les objectifs, qui en un an n'a pas réussi à décrocher au moins 4 ou 5 contacts assez essentiels pour le pays, et quelqu'un qui a réussi à le faire, il faudrait les évaluer. Bon, je ne sais pas maintenant, depuis j'ai quitté je ne sais pas maintenant ce qui se passe là-bas, et éviter peut-être de personnaliser les choses. C'est-à-dire que souvent, au Mali, en tous les cas, ce que j'ai vécu, j'ai pas l'impression qu'on évalue en fonction du travail produit. C'est pour ça qu'on a l'idée que l'ambassadeur, sachant qu'il n'est pas évalué, bon, il reste dans une routine. Faites très attention. Hein. Une ambassade, 1, 2, 3, vous tombez dans la routine, c'est foutu. Ça, je voulais, c'est la routine. Il faut faire très attention à la routine. Et pour ça, il faut sortir, il faut se déplacer, il faut aller voir les gens. Mais encore, il faut avoir les moyens de le faire. Souvent, vous le faites avec la poche. Hein. Alors, ça c'est très, 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 très important. Il faudrait qu'à chaque fois qu'un ambassadeur part, il est reçu par le par le président, mais il faudrait que le département lui montre un tableau d'objectifs à atteindre dans un délai bien précis, en fonction du contact qu'il a d'ailleurs avec l'ambassadeur du pays qui réside au Mali, les contacts qu'il a avec cet ambassadeur, le département peut déjà évaluer facilement les atouts que tel ou tel individu est appelé à représenter notre pays là-bas. Alors, donc ça veut dire qu'il faudrait que chaque fois qu'il y a le département Europe, département Asie, etc., eux, ils fixent les modalités d'évaluation. Hein, moi, je me souviens lorsque j'étais en fonction et qu'il fallait aller en ancien conseiller diplomatique, c'est les États-Unis ou la France ou je ne sais pas, New York.
Bon, moi j'ai choisi la Turquie. Et le président Ibeka l'a dit à Erdogan devant le ministre Igor Diarra. Au lieu d'aller en Turquie, en France, il a préféré. Alors, mais même si je choisis d'aller en Turquie alors que je devrais aller ailleurs, il faut évaluer. Bon, il a été en Turquie, qu'est-ce que les Turcs peuvent nous apporter? Ah, avec cet ambassadeur, on a l'impression, il vient souvent nous voir, nous parler de ceci, de cela, de cela. Et puis nous-mêmes, en faisant des recherches, nous savons que ce pays a tel ou tel potentiel, et on fixe un cap. Regardez, des pays comme la Turquie, l'Inde, Turquie, Inde, Russie, Chine, Brésil, même les pays qui viennent de rentrer dans le BRICS, les pays africains, là, Égypte et Éthiopie, mais il ne faut pas rigoler. Il faudrait Indonésie, qui est sortie au moment des Nations Unies et qui est revenue. Donc ça, c'est des grands pays où il faut, et je crois que c'est l'Inde qui assure l'Indonésie, alors que pour moi, bon, c'est vrai qu'il y a un problème de finances, mais l'Indonésie tout seul, pour moi, représente une potentialité en affaires extraordinaire. Donc, ouvrir une ambassade là, pour moi, ce ne serait pas... Alors donc, il faut évaluer. Alors, je ne sais pas, notre ami Kunta pourra nous dire maintenant comment ça va, parce que il y a longtemps que j'ai le vertige de Koulouba. Donc, voilà. Monsieur Kunta. Oui, en fait, vous savez, dans toute œuvre humaine, l'évaluation est très intéressante. Et surtout, dans le monde diplomatique, il faut le dire, hein, quand on sort dans les MDC, missions diplomatiques et consulaires, malgré les difficultés de nos États, on met beaucoup de moyens dans le diplomate. C'est pour ça que moi je les appelle les princes de la démocratie. Parce que ton statut change. C'est parce que tu vas dans une mission où il te faut une certaine aisance de dignité, de réciprocité entre tes camarades. Même ça, on pense que c'est insuffisant. Alors, l'évaluation, chez nous, on parle plutôt de l'efficience du diplomate. Parce qu'en évaluation, il y a ce qu'on appelle l'efficacité, l'efficience dans l'évaluation des performances. Vous êtes efficace, par exemple, j'ai ce projet et je chiffrais, ça coûte 10 millions, je vous donne les 10 millions. Et vous réalisez, vous êtes efficace. Alors que chez nous, on fait l'étude du projet, de la mission, et on te dit, on n'a pas le moyen, débrouillez-vous. Maintenant, votre créativité, votre esprit chevaleresque, votre esprit de patriotisme doit vous pousser à la créativité. Ce qui fait que le bon diplomate, il aime tellement sa patrie que peut-être il investit son salaire dans les invitations, les réceptions. Mais est-ce que ça ne pousse pas aussi à rentrer, basculer dans la corruption, à rentrer dans du vol après? Bon, pas pour le vrai diplomate. Non, parce que il fait ça. Le vrai diplomate, donc il y a du vrai diplomate. Ah oui, bien sûr, il faut le dire. Hein. Le vrai diplomate, pour moi, c'est celui-là qui, par exemple, il voit une opportunité d'une grande entreprise qu'il veut orienter dans l'or, le coton ou bien dans l'office du Niger. Peut-être dans sa petite caisse, la régie, il n'y a rien. Mais dans son salaire, il fait un dîner. Il achète une robe en bogolan pour la femme de ce monsieur. Parce qu'il veut qu'il vienne au Mali. Mais si tu attends que c'est Bamako qui t'envoie de l'argent pour faire cette activité, tu n'auras pas ça. Alors, le vrai diplomate, c'est vraiment le sens du détachement. Le diplomate hyper motivé. Hyper motivé. Oui, il s'oublie. Ouais, et puis c'est vrai. Il est détaché. Il met ce qu'il a dans le truc. Alors que la plupart de nous, on pense qu'il faut revenir avec des conteneurs. Il faut revenir riche. Très riche. Ce qui fait que la plupart n'arrivent pas à tenir. Monsieur, c'est très intéressant tout ça. Il y a vraiment à dire. On ne pourra même pas faire ça en 1 heure, malheureusement. Mais juste une question. Quel est le défi ou les 2 défis ultimes à relever?
Je passe la main. Comment on dit? Bon, moi je crois qu'il y a un défi qui est permanent au Mali à cause de la manière dont le Mali a pris son indépendance. Il ne faut jamais oublier qu'on ne fait pas une politique extérieure si on ne tient pas compte de son environnement géostratégique. Le Mali a 7 frontières. Nous avons 7 problèmes. Et actuellement, on parle justement des groupes terroristes, là, des groupes armés violents. Mais demain, d'ailleurs, c'est même pas demain, c'est aujourd'hui, on aura, parce que ces groupes armés terroristes, en réalité, sont des appendices de puissance, que ce soit ceux de l'Est, de l'Ouest, ou même orientaux. Alors ça, c'est le premier défi. Mais il y a un autre défi qui est dangereux et qu'on ne prend pas garde, c'est les chemins d'approvisionnement pour l'économie. La sortie des matières premières ou l'approvisionnement en produits finis. Ça, vous avez vu le Bénin et puis le Niger, mais mieux que ça, vous avez la structuration de novembre 1984 à février 1985, qui est la conférence de Berlin. La plupart de nos États ont été créés comme ça, par des coupures. Et vous avez eu 1956, la balkanisation. Donc, moi, ce dont je crains, après le phénomène des bandits, parce que ce n'est pas des djihadistes, ce n'est pas des religieux, c'est des voyous qui travaillent au service de puissances étrangères pour le contrôle de nos ressources. Ce dont j'ai peur maintenant, c'est que de façon intra-étatique, que ce qu'on avait prévu à la conférence de 1964 concernant l'intangibilité des frontières redevienne un vrai problème aujourd'hui. Et il y a autre chose de plus grave, c'est le fait que dans nos États, à l'interne, que notre capacité pour la puissance publique à être là où il faut être, à un moment où il doit être, face à des communautés intercommunautaires ou intracommunautaires avec des contradictions, que nous ne puissions pas apporter des réponses. La diplomatie, dans ce cadre-là, c'est de diversifier ses alliances, et c'est ce qui est en train d'être fait, mais de ne pas se faire d'illusions. Il n'y a aucun pays, aucune puissance, moyenne ou pas, qui travaillera dans le sens de nos intérêts, que ce soit les Russes, avec qui on a des accords militaires depuis le 21 février 1961, que ce soit les Turcs, que ce soit les Chinois, hein, qui ont même d'ailleurs des contradictions. Aujourd'hui, l'expansionnisme russe du 19e siècle, vous croyez que les Chinois vont continuer comme ça? Ils sont en train de s'agrandir économiquement vers l'Asie. Alors, donc, voyez-vous, le monde est devenu complexe. Nous devrions gérer le monde dans la complexité actuelle, en sachant que l'homme africain, 2060, on parle normalement de notre sortie et de notre capacité à être une unité. 2060, c'est bientôt et j'en vois pas les prémices. Donc voilà, moi, c'est ça qui m'inquiète et je crois qu'il ne suffit pas seulement de faire des déclamations gutturales pour dire qu'on va faire ceci ou cela. Il faut véritablement, en évitant trop les discours, d'établir des stratégies d'approche, des stratégies de solution. Moi, en tous les cas, c'est comme ça que je vois ça à ma modeste personne. Mais je suis optimiste. Il faut être pessimiste dans l'analyse pour être optimiste dans l'action. Voilà, voilà. En tous les cas. Merci beaucoup pour vraiment les défis ultimes à vraiment relever. Il faut faire le diagnostic réel. C'est comme le médecin et son patient
vous l'aimez, mais quand vous faites la chirurgie, vous êtes obligé de couper, quoi. Et puis, parce que c'est dans ça qu'il a le remède et puis la paix plus loin. Donc, si vous remarquez, le Mali est un pays continental, c'est-à-dire un pays sans déboucher sur les grandes mers, l'océan, puis les mers, alors que c'est un pays de commerce. Donc, ça fait que si nous, on avait notre port, des choses comme ça, mais c'est pas possible. La prospérité de 60 à nos jours, Taoudéni allait être une ville aujourd'hui, hein, je te jure. Le plateau, tout. Mais c'est parce que peut-être le fret, le commerce est difficile parce que nos conteneurs sont beaucoup chers en passant par Dakar, des trucs comme ça. Alors que, il faut le dire, le Mali, c'est le Mandé aussi, c'est un empire où le Sénégal, comment on appelle, tout ça faisait partie. Mais comment on nous a tracé à la règle et ils ont pu glisser ça, nous aussi on a signé. Vous êtes décolonisés, mais acceptés comme tel. Franchement, ça ne peut pas... On va pas refaire l'histoire, monsieur Konta. Juste pour préciser pour ce qu'il vient de dire, la Mauritanie, 1911, on crée la Mauritanie. Oui. On nous coupe notre accès à la mer. 1911. On renouvelle ça en 1944, parce que c'est là maintenant que la Mauritanie est finie d'être constituée, malgré les appréhensions du Maroc. Et nous, jusqu'en 1963, la Mauritanie allait aux Nations Unies pour nous taxer d'impérialistes, de vouloir partager. Parce que les Molubo. Je crois que sur ce plateau, on va revenir sur l'histoire diplomatique du Mali. Ça fera office d'un autre sujet. Les recommandations, quelques recommandations par rapport à non, là, monsieur Konta, vous n'allez plus passer la main. On vous la laisse. En fait, moi, je pense qu'il faut moderniser la diplomatie du Mali. Par exemple, à la conférence des ambassadeurs qui est en cours, la première note conceptuelle est déjà sortie, il faut tenir ça. Parce que ça va permettre... Les grandes recommandations de refondation, de modernisation vont sortir et ça serait officiel. Ça va servir à Koulba vraiment d'avoir les éléments nécessaires à moderniser notre diplomatie. Bon, mais si j'anticipe, je peux dire que ce que j'avais dit au début, il faut qu'on cesse d'être des diplomates généralistes. Parce que notre diplomatie a tendance à être une diplomatie de transmission, de secrétariat de la diplomatie. Donc, il faut maintenant aller à l'exploitation, à la saisie des grands enjeux de la diplomatie, comme on avait cité, la diplomatie économique, la diplomatie culturelle, la diplomatie hydrique, la diplomatie écologique, n'est-ce pas, la migration, diaspora, développement. Voyez-vous, donc il s'agit même d'avoir des spécialistes, des fonctionnaires pointus qui est spécialiste de diplomatie. Comme chez vous, en communication, maintenant, il n'y a pas de journalistes généralistes. Il y a des journalistes en économie, en géopolitique, en environnement. Donc c'est la même chose que j'envie pour notre diplomatie, pour avoir une diplomatie moderne, performante, au service de la prospérité du Mali. Merci beaucoup. Marie. Voilà, en tous les cas, les recommandations que je souhaite que Samuel Saï soit bien impliqué dans cette histoire-là. Il est dedans. Ah, très bien, je suis très content. Et je crois que sans une conférence des ambassadeurs, vraiment, c'est assez difficile. Alors, on peut dire que la recommandation première, une conférence des ambassadeurs, rédiger une doctrine stratégique pour notre diplomatie et créer un tableau de bord pour chaque ambassadeur, pour chaque mission diplomatique et évaluer les diplomates en fonction de la lettre de mission qu'on leur a donnée. Ça, si on peut faire ça dans un premier temps, ce serait pas mal. Alors, dans un deuxième temps, maintenant, comme il dit, il y a des problèmes de moyens, mais
effectivement, on est dans une situation assez difficile. Et donc, chaque diplomate doit avoir la capacité d'invention, d'adaptation pour pouvoir répondre. Merci beaucoup, messieurs. Téléspectateurs de Mandé TV, je crois que tout est dit. Tout a été dit, tout a été clair ici sur ce plateau de réflexion politique qui a pour thème diplomatie, politique et stratégie de développement. Vous l'aurez compris, c'était costaud, c'était des diplomates, c'était vraiment très diplomatique sur ce plateau aujourd'hui. Ils ont bien arrondi les angles, j'ai bien compris. Il s'agit de l'ambassadeur Birahim Soumaré. Il est directeur du Centre d'analyse diplomatique et stratégique de Bamako et ancien ambassadeur du Mali en Turquie. Ambassadeur Soumaré, merci beaucoup. Merci. Merci vraiment. Et notre deuxième invité est M. Ali Garba Kounta, expert sincère des ANR. Il est aussi conseiller à la mission permanente de l'UNESCO à Paris. M. Kounta, merci beaucoup. C'est pour très bientôt le départ, à ce que je comprends. En fin de mois. En fin de mois. On compte sur vous pour déployer la bonne stratégie de développement là-bas sur le secteur France. Téléspectateurs de Mandé TV, c'est ainsi prend fin notre réflexion d'aujourd'hui. On se dit à la prochaine et surtout restez sur les ondes de Mandé TV. Allez-y aussi sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali.